Donc c'est parti. Donc l'idée de la présentation de ce soir, c'est justement de démarrer un petit peu ces petits échanges de connaissances qu'on peut avoir les uns envers les autres, ce qui était quand même un des points qui était remonté assez fréquemment sur les shifters, donc c'est toujours intéressant de le faire. Moi, de mon côté, je suis ingénieur, sinon j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la mobilité. En fait, j'ai travaillé dans les voitures de course pendant 8 ans, en faisant plein de métiers, toujours dans les moteurs et dans la partie énergétique. Et puis maintenant, je suis à la R&D pour le déployer sur historiquement d'abord les moteurs thermiques et puis ensuite tous les autres systèmes énergétiques qui pourraient en avoir besoin, dont la propulsion des véhicules en utilisant de l'hydrogène. Donc, l'idée de la présentation là, c'est surtout de vous faire partager un petit peu mon expérience et puis les ordres de grandeur que j'ai pu construire au fur et à mesure de mes apprentissages, et puis d'essayer de nous mettre tous à un niveau de connaissance correct. C'est pas du tout de faire des experts, mais c'est avoir une première notion de ce que ça veut dire. On en entend beaucoup parler, hein, d'hydrogène, notamment dans la mobilité. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir se positionner par rapport à ce qu'on entend. On est parti. Allez, voilà. Donc bon, l'idée vraiment de cette petite quinzaine de slides, hein, c'est vraiment de donner une petite couleur à ce que c'est que l'hydrogène. Donc c'est que tout doit être compris. Donc si quelque chose n'est pas clair, c'est que c'est moi qui m'exprime mal. Donc arrêtez-moi et demandez-moi de clarifier la teneur de mon propos. D'ailleurs, je commence par quelques définitions pour qu'on parle tous bien de la même façon et que les termes que j'emploierai plus tard soient compris et connus. Donc, on va parler essentiellement d'un déploiement énergétique, hein, de l'utilisation d'hydrogène dans la mobilité. Donc, quand on parle d'énergie, en fait, souvent, on associe trois termes. Le premier, c'est l'énergie, effectivement. Donc, en fait, l'énergie, en gros, c'est le potentiel qu'on a pour transformer un système. C'est vraiment une notion de quantité. C'est une quantité, on va dire, fixe dans le temps. Enfin, dans le temps, qui évolue dans le temps, mais l'évolution dans le temps, c'est attrapé par la puissance. Et l'énergie, on la compte, les physiciens en joules, et puis quand on commence à mettre des euros dessus, très souvent, c'est en wattheures ou en kilowattheures, comme l'énergie électrique, par exemple, quand on l'appelle. Ce potentiel-là d'énergie, la vitesse avec laquelle on va la dépenser, en fait, c'est la puissance. Quand on parle de puissance, on introduit une notion de vitesse de dépense. Et cette vitesse de dépense de ce potentiel, pendant la transformation, elle se compte donc du coup en joules par seconde. Donc c'est cette quantité d'énergie pendant une durée d'une seconde. Et en fait, un joule par seconde, ben, c'est un watt. Et le rendement, c'est ce qui quantifie, c'est ce qui mesure la façon avec laquelle, enfin, le niveau de qualité avec laquelle on a converti l'énergie qu'on avait initialement dans notre système, et puis la façon avec laquelle on l'utilise vraiment pour transformer notre système. Le rendement, ça prend en compte toutes les petites pertes, en fait. Ou toutes les pertes, de manière générale. Pas forcément petites d'ailleurs. Je vous ai mis un petit exemple en dessous, avec un cycliste qui monte un col. Donc l'énergie, c'est la quantité de- voilà, d'aliments, de pâtes nécessaires pour monter en haut du col. Donc, pour le toucher, c'est la taille de son assiette de la veille. Plus il va avoir besoin d'énergie, plus le col va être haut, plus il va avoir besoin d'énergie. Donc plus il va devoir manger de pâtes la veille. La puissance, c'est à quelle vitesse pendant l'effort il va dépenser cette énergie-là. Donc il l'a accumulée dans son estomac, dans son organisme. Et la puissance, c'est vraiment la vitesse avec laquelle il va la consommer. Et il la consomme en la brûlant dans ses muscles. Donc ça va être la puissance, en fait, c'est un peu la taille de ses cuisses. Et puis le rendement, donc il avait ingurgité une certaine quantité de calories dans son repas de la veille. Et le rendement, en fait, c'est un petit peu se dire quelle quantité de cette énergie-là qu'il a stockée dans son corps, il va vraiment être capable de le délivrer pour passer du point bas au point haut. Si c'est 100%, ça veut dire que toute l'énergie qu'il a emmagasinée dans ses pattes, et hop, il est capable de le déployer pour monter en haut du corps. Malheureusement, il peut avoir, par exemple, son vélo qui est mal réglé,
et puis ses freins qui frottent. Donc il y a une partie de l'énergie qu'il est en train de déployer qui ne le sert pas, qui ne lui sert pas à avancer, à monter en du vol, mais bah, qui sert à vaincre les frottements de ce frein qui est mal réglé. Donc c'est un petit peu ça les trois grandes notions qu'on traite souvent lorsqu'on parle d'énergie. L'autre point qu'on va aborder, bah, c'est l'hydrogène. Alors on dit tout le temps hydrogène, en l'occurrence on devrait dire dihydrogène, mais c'est chiant à dire, et l'hydrogène tout seul ça n'existe pas trop. Donc en fait on dit toujours hydrogène pour parler de H2. Donc le H2 c'est une molécule qui est constituée de deux atomes d'hydrogène. C'est une molécule qui est gazeuse dans notre environnement habituel, c'est-à-dire voilà, un bar de pression, donc c'est l'atmosphère et 20 degrés, c'est ce qu'il fait aujourd'hui par exemple, et qui devient liquide mais à moins 250 degrés. Il faut déjà la refroidir quand même énormément pour qu'elle soit liquide, cette molécule. C'est très très léger. En fait, on n'en trouve pas dans notre atmosphère directe, tout simplement parce que ça n'est pas suffisamment lourd pour être retenu par la Terre, donc ça s'envole. C'est ce qui était utilisé, par exemple, dans les ballons dirigeables. On les remplissait avec de l'hydrogène pour que ces ballons-là volent. Il peut y en avoir. Alors, on en trouve. En fait, c'est ce que j'ai mis un petit peu après. Alors, ça contient beaucoup d'énergie, donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et c'est extrêmement abondant. C'est extrêmement abondant, mais très très rarement sous forme d'hydrogène seul. D'hydrogène seul, si jamais on en produit ici et qu'on le lâche, bah, il ne va pas rester avec nous, il va immédiatement monter dans les atmosphères plus importantes. Par contre, on trouve des atomes d'hydrogène, mais accrochés à d'autres atomes pour faire une molécule d'eau. D'ailleurs, l'hydrogène, ça veut dire générateur d'eau. Hydrogène, c'est la molécule qui est capable de générer de l'eau. C'est pour ça que ça s'appelle l'hydrogène. Ou dans le méthane, par exemple, ou dans des tas d'autres molécules. Donc c'est quelque chose qui est très très abondant, mais jamais tout seul. C'est très facile à produire. Aujourd'hui, enfin c'est facile à produire, on va dire. Aujourd'hui, on en produit de très très grosses quantités pour l'industrie, essentiellement à partir de CH4, de méthane. Enfin, et d'autres composés, mais dans le méthane, on voit bien, hein, donc il y a un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. On le prend, on le met dans une grosse machine, on le casse en petits morceaux, et puis on récupère de l'hydrogène. C'est comme ça aujourd'hui qu'on produit l'immense majorité de l'hydrogène qui est utilisé dans l'industrie. Sauf que ça, on voit qu'il y a un atome de carbone qui se retrouve tout seul, et cet atome de carbone, il ne se retrouve pas tout seul très longtemps. Il se combine assez vite avec l'oxygène pour faire du CO2. Donc aujourd'hui, c'est très facile à produire, c'est très facile à produire à grande échelle, mais par contre, ça émet du CO2 avec les procédés industriels qu'on a aujourd'hui. Et c'est possible de le produire sans émettre de CO2, cette fois-ci en découpant une molécule d'eau. Une molécule d'eau, on isole les deux atomes d'hydrogène, donc le dihydrogène qui est inclus dedans et l'oxygène, avec un courant électrique, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Et puis après, donc ça nécessite de l'électricité, mais c'est le chemin décarboné pour produire de l'hydrogène. On fait de l'électricité qui n'a pas émise de CO2, qu'on considère comme n'ayant pas émise de CO2 ou très, très peu, donc du nucléaire, du renouvelable, tout ce qu'on veut. Et cette électricité-là, on l'utilise pour venir casser la molécule d'eau pour récupérer l'hydrogène. Pour fabriquer à partir du CH4, du H2O, de l'hydrogène, il faut la même quantité d'énergie dedans? Non. Non, il ne faut pas la même quantité d'énergie. On ne casse pas exactement les mêmes types de liaisons, en fait. Donc, on n'a pas la même quantité d'énergie. Donc, c'est difficilement comparable. Lorsque le sujet, c'est de diminuer les émissions de CO2, en fait, produire de l'hydrogène en cassant du méthane, c'est quasiment interdit. Enfin, on se l'interdit. On se dit, bah non, ça c'est un procédé qui émet du CO2, c'est pas ça qu'on veut déployer. Donc, ce qui va être déployé plus favorablement, c'est l'électrolyse. Et puis donc, c'est aujourd'hui encore, c'est très très utilisé dans l'industrie chimique notamment pour faire les engrais. L'ammoniac, c'est un gros consommateur d'hydrogène. Donc voilà ce que c'est que la molécule d'hydrogène.
dont on entend beaucoup parler. Et puis maintenant, on va la déployer sur son utilisation dans la mobilité. Alors, quand on parle de mobilité, on parle justement de déplacer une masse, un corps, on va dire, ou un véhicule, ou en tout cas les personnes qui s'y trouvent. Et donc ça, c'est transformer un système, c'est déplacer une masse d'un point A à un point B, donc ça nécessite de l'énergie. En cas un petit peu fil rouge, je vais considérer que ça va être une voiture, ce système qu'on va déplacer, et qu'on va la déplacer sur 100 km. Et pour déplacer une voiture sur 100 km, on va dire que, pour simplifier un petit peu tous les calculs, il nous faut 20 kWh d'énergie. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, notre cycliste qui devait monter en haut du col. Il avait besoin d'une certaine taille de plat de pâte la veille. Bah, nous, en fait, on se dit que pour parcourir 100 km, notre taille de plat de pâte, il doit faire 20 kWh. Il doit inclure 20 kWh. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, bah, comment est-ce que je vais embarquer cette énergie? La solution la plus commune qu'on touche du doigt tous les jours, quasiment, c'est le moteur à combustion interne, diesel ou essence. Donc là, j'ai mis un moteur diesel. Pour faire 100 km pour parcourir 100 km, on va dire qu'on a besoin de à peu près 4,5 kg, ça fait 6,5 litres de diesel. Et en fait, donc ça, c'est notre consommation un petit peu habituelle de carburant comme on a dans une voiture. Mais si on regarde quelle quantité d'énergie se trouve dans dans ce volume, dans cette masse de diesel, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus que les 20 kWh dont j'ai besoin. En fait, quand on embarque 4,5 kg de diesel, on embarque presque 60 kWh d'énergie potentielle. Donc ça, c'est notre énergie vraiment potentielle qu'on a dans notre réservoir d'essence. Mais quand on va la transformer, cette énergie, pour faire avancer notre voiture, en fait, on va en perdre une grosse partie. On va en perdre les 2 tiers. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'en embarquer beaucoup en quantité d'énergie. C'est parce qu'en fait, ce qui va se retrouver à la roue à la fin, c'est qu'une faible proportion. C'est 35%. L'autre façon de se déplacer aujourd'hui qui est assez commune, qui commence à être commune, et ça va émettre également une certaine quantité de CO2. Là, j'ai mis à peu près 13 kg. L'autre type de véhicule qu'on commence à voir se déployer, c'est les véhicules électriques, donc équipés d'un moteur électrique. Et puis cette fois-ci, l'énergie, elle est stockée dans une batterie. Donc l'avantage de ce type de véhicule, c'est que c'est un rendement qui est très bon, bien meilleur que dans un véhicule diesel. Donc ça veut dire qu'au lieu d'embarquer 57 kWh d'énergie pour mes 20 kWh utiles, bah, je vais pouvoir en embarquer que 25. Je vais en perdre que 5 dans ma chaîne de rendement. Mon véhicule, il est beaucoup plus efficace, tout simplement parce qu'il n'est pas fait de la même façon. On ne convertit pas l'énergie de la même façon. Par contre, le petit point négatif d'une batterie, c'est que c'est pas très dense énergétiquement. Pour emmener 25 kWh d'énergie dans une batterie, bah en fait, il faut une batterie qui fait 100 kg. 100 kg et puis un volume 65 litres, bon, j'ai mis 70 litres, on va dire la petite centaine de litres. C'est très dépendant de la technologie de la batterie, mais l'ordre de grandeur, il est bien. Et là, on a déjà une batterie qui est relativement actuelle, quoi, hein. C'est déjà des batteries de technologie très correctes. Et alors que quand on avait notre moteur diesel, vous vous souvenez, on n'avait que 4,5 kg finalement d'embarqué. En masse embarquée, bah, c'est assez nettement en faveur de l'essence. Là, on touche du doigt de pourquoi justement le moteur à essence est en fait très largement déployé dans les engins qui se déplacent, dans les machines qui se déplacent. C'est tout simplement que la densité énergétique du carburant, c'est extraordinaire. Enfin, du carburant fossile, c'est extraordinaire. Et c'est ce qui nous bloque pour les batteries. Les batteries, il y a d'autres petits points qui vont nous freiner. C'est essentiellement lié à sa fabrication, où elle est fabriquée et avec quel type de minerai. Donc, lors de sa fabrication, en fonction de la façon avec laquelle elle est fabriquée, il va y avoir des émissions de CO2 rémanentes, hein. Et ça consomme des minerais, donc avec tous les enjeux de pollution, d'expropriation, etc., que ça peut faire apparaître. Et la partie recharge. Donc, on entend souvent parler des gens qui ont des batteries, des véhicules à batterie, qui doivent brancher leur batterie pendant des heures et des heures pour recharger, pour remonter au niveau
au niveau d'énergie, justement, quand on branche la batterie, en fait, on donne à manger à la batterie de l'énergie pour lui faire remonter à son niveau d'énergie pour pouvoir rouler le lendemain. Et un autre point qui nous embête, nous, Européens, c'est des enjeux de stratégie, tout simplement parce que ces technologies de batterie, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise très bien. Et là-dessus, on s'est assez nettement fait dépasser par nos collègues asiatiques, avec lesquels on n'est pas certain d'être copains toute notre vie. Donc stratégiquement, on se dit que même si cette solution elle est agréable en termes de rendement, si on peut y trouver une alternative, ça nous intéresse aussi. Donc ces sujets-là, là, qui sont un petit peu les points noirs de la batterie, c'est ce qui motive en fait le déploiement des subventions pour le développement de l'hydrogène dans la mobilité en Europe. Et c'est même en fait assez localisé sur la partie sur les enjeux stratégiques. Donc déployer la solution d'hydrogène dans la mobilité, en fait, c'est se dire, bah, à la place de ma batterie, j'ai dit tout à l'heure que l'hydrogène, c'était une molécule qui contenait énormément d'énergie. Donc, c'est un vecteur énergétique intéressant. C'est une façon de stocker de l'énergie. En plus de ça, ça peut être neutre en carbone. Si je fais le procédé que je décrivais tout à l'heure, l'électrolyse de l'eau avec de l'électricité décarbonée, donc ça fait beaucoup de si, hein, bien sûr, mais on a un chemin technologique qui nous permet de produire de l'hydrogène de façon quasiment décarbonée à 100%. Ça réduit la dépendance aux minerais, aux technologies et donc des pays avec lesquels on ne va pas être forcément super copains. Et puis l'autre avantage, c'est que c'est une recharge rapide. Comme on est en train de parler d'un gaz ou d'un liquide en fonction de la façon avec laquelle on le stocke, bah finalement, recharger, c'est remplir un volume avec un gaz ou un liquide. Et ça, on sait le faire de façon plutôt rapide. C'est ce qu'on fait dans sa voiture quand on met du carburant. Voilà, on verse un liquide dans un réservoir. Ça prend pas énormément de temps par rapport à une charge de batterie. Les points encore un peu challengeants sur lesquels il va falloir faire des efforts, c'est justement la production de l'hydrogène décarboné à grande échelle et à bas coût. Aujourd'hui, on sait faire à coût très maîtrisé. Par contre, c'est émettre du CO2 et à grande échelle aussi d'ailleurs. Venir déployer de l'électrolyse de l'eau à grande échelle et à bas coût, c'est pas forcément quelque chose qui est encore à notre portée pour que ce soit compétitif par rapport aux autres solutions en tout cas. Le stockage, l'hydrogène, une molécule d'hydrogène, on le verra un petit peu après dans les cas que je vais présenter, il y a beaucoup d'énergie dedans, mais c'est très gazeux, c'est très léger, et en fait, du coup, ça veut dire que ça prend énormément de place. Enfin, c'est gazeux et c'est très léger, ça veut dire que ça prend beaucoup de place. Donc, pour en stocker une certaine masse, il va falloir le comprimer énormément, ou le liquéfier. Mais on a vu tout à l'heure, le liquéfier, ça voulait dire descendre à moins 250 degrés. Donc ça, c'est pas évident d'avoir ces solutions-là embarquées dans une voiture. Et puis, bon, le réseau de distribution à construire qui n'existe pas du tout aujourd'hui, hein, c'est de se dire bah, comment est-ce qu'on va remplir nos véhicules avec de l'hydrogène qui soit gazeux ou liquide. Donc ça, c'est les parties qui restent encore en question. Il y a des solutions qui sont développées, mais qui restent des solutions unitaires. Pour l'instant, la mise à l'échelle n'est pas encore à la hauteur du tout. Et dans notre voiture, on va pouvoir utiliser cet hydrogène au travers de deux solutions technologiques pour faire avancer notre voiture. La première, c'est de produire de l'électricité à bord. Donc, c'est ce qu'on appelle une pile à combustible. Et la deuxième, c'est que l'hydrogène, ça brûle très bien. Donc, on peut aussi le brûler dans un moteur à combustion conventionnelle. Là où on brûlait de l'essence ou du diesel, bah, en fait, on va venir injecter de l'hydrogène et on va le brûler. Donc, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. On verra un petit peu après. La première, c'est alors, produire l'hydrogène. En fait, les deux solutions pour intégrer l'hydrogène dans la mobilité, la première, en fait d'embarquer la pile à combustible. C'est un petit générateur d'électricité. Lui, ce qu'elle va produire, la pile, c'est de l'électricité. Donc ensuite, on aura un moteur électrique qui va faire avancer la voiture. Et l'hydrogène, c'est ce qui va permettre de produire l'électricité. La pile, en fait, elle consomme, on dit que c'est une pile à combustible. En fait, c'est une pile, comme une pile qu'on a dans nos télécommandes, etc.
Et à combustible, c'est-à-dire qu'au lieu de la recharger en la mettant dans un chargeur et qu'on branche sur le réseau, eh ben, il y a un élément qui sert un combustible qui est consommé pour produire l'électricité. Cet élément, c'est l'hydrogène. Donc on vient alimenter cette pile avec de l'hydrogène. Cette pile, elle convertit l'hydrogène en électricité, et puis ensuite on fait ce qu'on veut avec l'électricité. En l'occurrence, là on fait avancer notre voiture, on peut s'imaginer. C'est un producteur d'électricité en fait. Les technologies elles existent pour l'instant, des petits développements. Oui. Ouais, en série, sur la route, on pourra rencontrer des. On peut aujourd'hui acheter même des voitures à pile à combustible. Moteur à combustion hydrogène, pas encore. Ça répond pas d'ailleurs tout à fait aux mêmes besoins. Je vais les décrire un petit peu après, les besoins. En fait, je vais reprojeter un petit peu toutes ces solutions-là sur notre cas de base qui était notre voiture qui fait 100 km avec voilà, donc c'était 100 km, elle avait besoin de 20 kWh pour faire ses 100 km. Donc on avait pour une batterie, ça c'est l'architecture d'une voiture à batterie. Donc on a une batterie qui stocke l'énergie, un moteur électrique qui entraîne les roues. Donc l'énergie électrique, hop, fait tourner le moteur électrique, on fait tourner les roues, on fait avancer la voiture. Donc ça, c'est un excellent rendement. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour 100 km, il nous faut une batterie qui fasse 25 kWh. Donc ça fait une centaine de kilos, 70. Et quand la batterie est vide, eh ben, on s'arrête à une station et puis on vient la recharger pour la remplir et repartir pour, en l'occurrence, là, 200 km si on garde cette taille de batterie. L'idée de la pile à combustible, c'est de se dire, en fait, cette batterie, c'est ce truc-là qui m'arrange vraiment pas, donc je vais essayer de le réduire au maximum. Je pourrais presque le réduire à zéro, ne pas en avoir du tout et alimenter mon moteur électrique directement avec la pile. Mais pour des tas de petites raisons de lissage et puis aussi par exemple de freinage régénératif, on a quand même besoin d'une batterie. Le freinage régénératif, c'est on est dans une descente, la voiture nous emmène plus vite que ce qu'on voudrait. Au lieu de freiner mécaniquement avec mes plaquettes qui viennent arrêter la voiture, je lâche le pied et à ce moment-là, les moteurs ils font de la génération d'électricité et ils remplissent. Pour le coup, il faut qu'ils remplissent quelque chose. Et en fait, ils doivent remplir une batterie. La pile, elle n'est pas réversible. La pile à combustible n'est pas réversible, donc elle ne peut pas produire l'hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on doit quand même conserver une batterie pour notamment ces raisons. Donc en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient réduire la taille de la batterie et puis on vient remplacer la taille de la batterie qu'on a éliminée par une pile à combustible. Donc c'est elle qui fait le transfert entre l'hydrogène et l'électricité, et puis un réservoir d'hydrogène. Donc c'est lui qu'on va venir recharger pour repartir sur la suite de notre trajet. Donc l'architecture de la voiture, c'est toujours un véhicule électrique, par contre. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moteur électrique qui entraîne. Ça, c'est un véhicule électrique. Donc tout à l'heure, on avait notre batterie qui faisait 25 kWh. Là, on se dit, en fait, pour l'exemple, hein, on va la réduire à 5 kWh. Donc on va vraiment la simplifier. Elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus légère. Donc mon véhicule, du coup, se retrouve, au moins côté batterie, plus petit et plus léger. Mais par contre, cette batterie-là, avec cette taille-là, elle ne me permet que de faire 20 km. Donc, au bout de, imaginons, je fonctionne juste avec ma batterie, je sais faire que 20 km. Derrière, ce qui va venir faire le complément pour aller à 100 km, ça va être mon ensemble, réservoir d'hydrogène et pile à combustible, qui va produire l'électricité pour venir faire mes derniers 80 km. Donc, il faut que ma batterie, que mon ensemble pile à combustible et réservoir soit capable de délivrer en gros 16 kW. Donc c'est ça l'architecture d'un véhicule pile à combustible. En fait. C'est avoir une batterie toute petite. Donc si je n'avais que ça, ma voiture elle aurait une toute petite autonomie. Et ma pile à combustible, c'est juste un prolongateur d'autonomie. Ça va être d'embarquer un petit peu de l'énergie supplémentaire. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce que représentent justement ces 16 kWh
d'énergie supplémentaire que j'ai embarquée là dans la batterie que j'ai virée. Donc pour notre exercice, la pile, elle a une taille donnée. Elle, c'est juste un transformateur, c'est-à-dire qu'elle prend de l'hydrogène, elle fait de l'électricité. Donc, quelle que soit la quantité d'énergie qu'elle traite, elle ne va pas changer de taille. Sa taille, c'est une fonction de la puissance, c'est un petit peu comme les cuisses du cycliste de tout à l'heure. Et en prenant une hypothèse d'une pile qui ferait 85 kW, donc ça c'est quelque chose de très commun dans un véhicule de tous les jours, rien que la pile, ça fait déjà, ça prend un volume d'à peu près 70 litres et ça pèse 60 kg. Et avec ça, j'ai même pas encore d'énergie. J'ai juste mon transformateur qui va faire de l'hydrogène à l'électricité. Donc en plus de ça, il faut que je stocke de l'hydrogène. Et pour stocker de l'hydrogène, alors l'avantage, Jacques, c'est que j'ai pas besoin de stocker une grosse masse d'hydrogène, parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'énergie dans l'hydrogène. Et pour faire 16 kWh, en fait, 1 kg d'hydrogène, ça me suffit. J'ai besoin que d'1 kg d'hydrogène. Donc en masse, c'est relativement faible. Par contre, 1 kg d'hydrogène, si jamais je le prends à la pression ambiance là, ça fait 11 000 litres. Donc je ne peux pas avoir 1 kg d'hydrogène embarqué dans ma voiture, il faut un réservoir de 11 000 litres. Si jamais je le comprime, déjà, alors là je le comprime, mais je le comprime quand même très sévèrement. Je le comprime à 350 bars. Et bien là, il ne fait plus que 41 litres. Donc c'est déjà un petit peu plus raisonnable. C'est la norme, c'est ce qui commence à apparaître comme étant un petit peu la norme des pressions. D'autres pressions sont regardées à 700 bars, notamment. À 700 bars, ça fait plus que 24 litres. Donc c'est un petit peu plus raisonnable. C'est encore gros, hein, d'ailleurs, 41 litres, c'est quand même déjà un volume relativement important. On n'a qu'un kilo dedans. Et 41 litres, en fait, d'ailleurs, c'est le volume que prend l'hydrogène. Mais il faut s'imaginer qu'un réservoir qui est capable de tenir 350 bars, c'est pas un réservoir qui a des parois qui sont très fines. C'est un réservoir qui a des grosses parois aussi en composite et qui est assez volumineux, même de lui-même. C'est un. Alors, de prime abord, l'hydrogène, en fait, ça présente plein de dangers, hein. Ça s'auto-enflamme très facilement à partir d'une certaine concentration. Mais en fait, on le contrôle en mettant des capteurs un petit peu partout et puis en ventilant, en empêchant les pièges à l'hydrogène. L'avantage, c'est que ça se diffuse très vite. Mais c'est au même titre en fait que les moteurs à essence étaient certainement un peu chauds à utiliser au moment où ils ont été développés. Bon, ensuite, il y a les systèmes de sécurité qui sont. Je ne sais pas si un véhicule à hydrogène peut se garer dans un parking souterrain aujourd'hui, par exemple. Je suis pas certain. Mais il n'y en a pas beaucoup, donc enfin pas des parkings souterrains, mais des véhicules. Et puis la dernière solution, c'était l'hydrogène liquide. Alors là, ça réduit encore le volume. Par contre, il faut maintenir un réservoir à moins de 150 degrés. Donc là, c'est un petit peu délicat. Donc en fait, si on regarde notre cas d'étude, pour nos 100 km, on s'aperçoit que avoir une toute petite batterie, mais plus notre pile, plus notre stockage d'hydrogène, en fait, en masse et en volume, on n'est pas compétitif par rapport à la solution 100% batterie. Ça prend la même masse, ça prend le même volume quasiment que pour notre cas à 100% batterie. Donc ça, c'est vrai, mais il ne faut surtout pas oublier qu'on a fait l'étude pour 100 km. En fait, si on commence à vouloir aller de plus en plus loin, la batterie, elle va suivre une relation proportionnelle. Pour aller 2 fois plus loin, il faut une batterie 2 fois plus grosse, etc. Là où la pile, elle, le transformateur, la pile à combustible en elle-même, elle ne va pas bouger. Elle fait toujours la même taille. Et puis, c'est le volume de notre réservoir qui va augmenter et qui va effectivement être multiplié par 1, 2, 3 en fonction de ce qu'on veut mettre dedans. Mais on n'est pas forcément obligé de prévoir des énormes autonomies, puisqu'on sait qu'on va pouvoir la recharger en 5 minutes. Remplir un réservoir d'hydrogène, ça prend très peu de temps. C'est transférer un gaz dans un autre environnement, donc c'est très rapide. Un peu le principe que finalement le véhicule GPL qui existe un petit peu, c'est presque le même process. Oui. C'est la même rapidité, globalement, si je comprends bien. Oui, ou plus bêtement que notre véhicule de tous les jours, quand on va à la pompe à essence, on transvase un liquide de la cuve de la station-service jusqu'à notre réservoir. Ça prend le temps d'un transvasement de liquide.
C'est pas un gros problème. Et les récompenses, comme ça, ils peuvent aller jusqu'à quelle taille? C'est 41, si je sais pas. Ouais, en général, pour les véhicules classiques, la norme, c'est un peu 5 kg d'hydrogène. Ils embarquent 5 kg. Ils embarquent 500 km d'autonomie. C'est à peu près ça. Donc c'est plus faible que ce qu'on a l'habitude de voir avec une voiture diesel. Par contre, donc 500 km d'autonomie à recharger dans une batterie, bah, ça prend beaucoup de temps. Ou alors il faut avoir des très grosses puissances de charge. Là où, bon, avec de l'hydrogène, donc c'est ça qui est intéressant pour faire la différence entre les deux techniques. Et d'ailleurs, donc quand on se rend compte de ça, on s'aperçoit que finalement, donc dans notre cas, c'était un intérêt très limité, un déplacement d'un véhicule de 100 km. Mais finalement, le cas d'utilisation de notre véhicule de tous les jours, bah, c'est quasiment, enfin, peut-être pas pour ceux qui font Luxeuil aussi fréquemment, mais c'est rare d'avoir des gens qui fassent beaucoup de kilomètres. Quand on fait la centaine de kilomètres tous les jours, ou même 200 kilomètres tous les jours, bah, un véhicule à batterie, c'est en fait parfaitement adapté. Là où un véhicule à pile à combustible commence à être un petit peu plus intéressant, c'est si les trajets donc, sont effectivement plus longs. Et puis aussi si on veut charger le véhicule, donc on veut faire un grand trajet et charger le véhicule, par exemple des petits utilitaires. La batterie, si on veut faire 500 km, il faut qu'elle soit relativement grosse et lourde. Ça réduit d'autant ma capacité de charge de mon utilitaire. Donc là, la pile est intéressante à ce moment-là. Elle est intéressante aussi si tout à l'heure on a dit bah, qu'il nous fallait 20 kWh pour faire 100 km. Ça, c'était l'hypothèse de base. Si je commence à parler d'un camion, d'un véhicule qui est un petit peu plus haut, un utilitaire, une fois de plus, hein, c'est un véhicule plus haut, ça freine plus. Donc ça a besoin de plus de puissance, bah, ça va tout de suite se retrouver sur la taille de la batterie. Donc, ça va être on va dire du cercle vicieux. Quand on a un véhicule qui consomme plus, j'ai besoin de plus de batterie pour lui faire la même quantité de kilomètres. Par contre, plus de batterie, ça veut dire plus lourd, donc je réduis ma capacité de charge, et d'ailleurs, potentiellement, je me fais consommer aussi beaucoup plus. Donc on est jamais très content d'augmenter la taille des batteries, au-delà d'ailleurs des problématiques de stratégie. Et puis dans les camions, on commence à regarder ça sur les camions électriques pourraient embarquer des piles à combustible. Ça, c'est un camion qui embarque une pile à combustible en l'occurrence. Ça reste quand même des technos encore de laboratoire. Je disais qu'il y en avait dans la rue. Il y en a dans la rue. Nous, on a fourni nos premiers éléments de pile à combustible pour une mise en circulation en 2016 dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc ça commence à dater un petit peu. Mais il y en a eu 10 000 depuis 2016 de fait sur toute la Terre. Donc il y en a quand même un nombre assez réduit. Et ça reste encore assez, euh, assez sensible à tout ce qui est pollution, ou notamment enfin, la partie chimique est assez sensible à tout ce qui est pollution dans tout ce qu'on peut rencontrer nous dans notre quotidien, pollution au soufre, etc. Ça vient empoisonner en fait la pile, ça vient la dégrader. Donc la durée de vie de la pile dans un environnement, en gros dans une navette spatiale, ça fonctionne très bien. La pile à combustible, c'est ce qui fait l'électricité dans une navette spatiale. C'est nickel. Tout est propre, tout est parfait. C'est alimenté avec de l'oxygène et de l'hydrogène qui sont parfaits. Dans nos environnements, c'est déjà un petit peu compliqué d'avoir de l'hydrogène qui est parfaitement pur, de ne pas avoir de soufre dans notre, au moment où dans notre air, il y a beaucoup de poison pour la pile dans notre environnement. L'autre point, c'est que c'est un gros besoin de refroidissement. Et ça, en fait, ça interdit quasiment son utilisation sur les engins de chantier et agricoles. Le cas d'utilisation d'un engin de chantier ou agricole, je prends par exemple un tracteur. Un tracteur, quand il est en train de labourer, il va planter sa charrue et il va avancer à une vitesse qui est très faible, genre quelques kilomètres/heure. Ça veut dire que son flux d'air pour le refroidir, il est très faible. Il avance à 5 km/h, donc il a des capacités de refroidissement qui sont très faibles. Et pourtant, il est en train de labourer. Donc il a sa charrue plantée dans le sol, donc il est en train de demander beaucoup de puissance à la pile notamment.
Et la pile, elle évacue beaucoup de chaleur. Elle n'a pas un rendement qui est extraordinaire. Tout ce qui part, tout ce qui n'est pas envoyé en électricité, c'est envoyé en chaleur. Donc, il faut la refroidir. Et donc, ça nous imposerait d'avoir par exemple, des climatisations pour refroidir la pompe à chaleur sur le tracteur. Au-delà de toutes les problématiques de poussière, etc., que la pile n'aimera pas, cette problématique de refroidissement, pour les véhicules type chantier agricole, c'est quasiment rédhibitoire. Et je me demandais, là on parle de mobilité, est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent pour faire des dispositifs de production d'électricité et de chauffage domestique avec cette technologie-là en fait? Ouais, bah les fabricants de piles, je pense, adoreraient que ça arrive parce que c'est effectivement une pile, c'est pas forcément accroché à une voiture. C'est juste un producteur d'électricité. Donc, si on l'enlève du secteur de la mobilité et qu'on se dit, moi j'ai des panneaux solaires sur mon toit, j'aimerais stocker cette énergie parce que j'en ai pas besoin au moment où je la produis pour la redéployer et la réutiliser plus tard, bah, l'hydrogène, à ce moment-là, ça peut être une des solutions. On peut la stocker sous forme d'hydrogène, avec une sorte de pile inversée en fait. On va faire de l'hydrogène à partir d'électricité, on la garde, on le stocke dans un réservoir, et puis quand ça nous intéresse, bah, on le déploie, parce que bah, il fait nuit et que maintenant nos sources de renouvelables ne sont plus n'alimente plus rien, donc on va venir plonger dans ce petit tampon pour aller alimenter notre système électrique. Donc c'est une solution pour les bateaux aussi. Les bateaux, ils sont des gros consommateurs d'électricité fixe. Un ferry qui va de Calais à Londres, à Douvres par exemple, il y a une partie qui le propulse, mais il y a aussi toute une grosse partie qui fait qu'il consomme de l'électricité parce qu'il y a les clims, il y a les lumières, tout l'environnement qui nous permet de faire un bon voyage. Bon, bah, ça, c'est un gros consommateur d'électricité. Aujourd'hui, c'est un gros moteur diesel qui fait l'électricité sur un bateau. Ouais, une pile, ça peut avoir du sens. Il y a plein de. Je pense qu'on est encore au tout début de de son utilisation. C'est beaucoup déployé dans la partie mobilité, moi aussi parce que je travaille moi chez un acteur de la mobilité, mais on regarde également à tout ce qui est autour. Tu as donné, tu as donné un ordre d'idée, un nombre d'années. Alors ouais, c'est pas un nombre d'années, du coup, c'est plutôt un nombre, on compte un peu en heures de fonctionnement, en heures de fonctionnement. Mais pour une voiture, on sait qu'on va difficilement pouvoir tenir 150 000 km avec une pile. Ouais. Et elle va beaucoup se dégrader d'ailleurs. On va la changer au moment où elle sera beaucoup dégradée. Avec les technos actuels, mais c'est pas parti pour se solutionner normalement ce problème. Parce que si je peux c'est utilisable après, ou faut que c'est utilisé, c'est fini. Ça, je sais pas. Je pense que C'est de l'hydrogène, ça vaut l'hydrogène je vais avoir ma chaleur, une fois qu'elle est sortie de son utilisation automobile, souvent en fait dans l'automobile, on va pas la sortir de l'automobile au moment où elle est vraiment morte, la pile. On va la sortir au moment où elle est plus capable de faire la puissance nécessaire à faire avancer la voiture, mais elle va encore un peu marcher. On pourrait s'imaginer d'utiliser pour autre chose qui est moins demandeur. Mais je pense par contre, parce qu'elle se dégrade en étant empoisonnée. Donc, c'est les espèces chimiques qui se trouvent à l'intérieur qui sont oxydées ou qui sont transformées en une autre espèce chimique et retourner, notamment le platine, retourner à du platine pur. Je sais même pas si on se le fait en fait. J'ai une question par rapport à ça, par à la mobilité de la pile à combustible, par rapport à l'environnement du quotidien. Quand il fait par exemple 0, ça ne se réchauffe pas, et quand on a des gros camions à 35-40, est-ce qu'il y a une influence? Ouais, elle aime pas le froid, la pile, parce qu'en fait, il y a de l'eau qui se forme à l'intérieur. Ce qui sort à l'échappement d'une pile à combustible, en fait, c'est de l'eau. C'est de l'eau normalement sous forme de vapeur à quelques gouttes. Et elle aime pas trop avoir de l'eau à l'intérieur dans sa partie chimique, dans sa partie utile. En fait, l'eau, ça vient boucher tous les espaces sur lesquels la réaction chimique doit se faire, l'eau liquide.
L'eau liquide, c'est un cas. Donc, pour enlever l'eau liquide, en fait, des fois, on envoie plein d'air ou plein d'hydrogène très fort, on souffle dessus, hein, bêtement. Mais si par contre, il fait très froid et que c'est pas de l'eau liquide et que c'est de la glace, là, c'est une autre histoire parce que ça, on peut souffler sur de la glace, on n'arrive pas à la faire partir, c'est actif. Donc, il faut avoir un système qui vient réchauffer. Ou s'assurer qu'on vient parfaitement la purger en eau liquide avant qu'il fasse très très froid. Mais le froid, elle n'aime pas ça. Et le contraire, Le quand il chaud, fait chaud, le chaud, c'est indifférent. ouais, le chaud, elle s'en fiche. Ouais. Je continue ma fil de mon truc. Donc ça, c'est tous les. Et puis aussi le coup, j'avais dit. Donc le réservoir hein, qui doit tenir une grosse pression, et puis en plus qui peut pas être métallique, parce que l'hydrogène, c'est vraiment tout petit. Donc ça risque de se balader un petit peu dans les structures métalliques qui sont pas suffisamment denses, ou de venir fragiliser les métaux. Donc c'est quasiment toujours des réservoirs en composite. Donc ça a un coût relativement important. Et puis il y a beaucoup de métaux précieux dans une pile. Et la membrane, c'est un élément qui est également relativement cher. Et une pile aujourd'hui, ça coûte très très cher en fait. Hein. Un véhicule pile à combustible sans aucune subvention, aujourd'hui, alors c'est des toutes petites séries, bien sûr, il n'y a pas d'effet d'économie d'échelle, mais c'est plutôt, c'est presque 50 000 euros, quoi, hein. C'est extrêmement cher. Un véhicule à la pile. Oui, À la pile toute seule. non, la pile toute seule, je ne sais pas exactement ce que ça représente. C'est une grosse partie de ce prix-là. Comment on peut savoir qu'à l'échelle de monde entier, on est à 10 000 qui commencent de dire à cette Ah ben, précise. en fait, c'est parce dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on fabrique un élément qui est inclus sur cette pile-là, et il n'y a eu qu'une seule voiture qui est sortie en série, en grande série. Il y a eu par exemple, les 150 000 euros, c'est une voiture qui a été tirée à une centaine d'exemplaires. C'est des petits utilitaires PSA qui a été tirés à une petite centaine d'exemplaires, donc ça, je les compte même pas dedans. Mais les 10 000 véhicules-là, c'est la seule grosse série de véhicules à pile à combustible. Et puis, c'est nous qui avons fait une partie des pièces, donc on sait combien on en a fait et combien on a été vendus. Donc, c'est tout petit, hein, comme sur une grosse durée, sur une longue durée. Donc, c'est quasiment impossible d'en croiser une. Bah là, en l'occurrence, ce client-là, c'est Honda. C'est un japonais. C'est eux les premiers à avoir fait une voiture de série en hydrogène. Maintenant, il y a beaucoup de Français qui sont dessus. Parce que là, j'ai entendu parler justement d'un projet de voiture à hydrogène français qui serait Bah, des fonds. ouais, alors il y a des très gros acteurs hein, de piles. Il y a notamment un gros acteur qui s'appelle Symbio. euh, qui- En fait, en France, on a une grosse connaissance de ça parce qu'au CEA, il y a une partie du CEA, il y a un laboratoire du CEA qui a développé un système de pile à combustible qui aujourd'hui extrêmement répandu chez tous les constructeurs français, c'est ce qu'ils ont choisi, et européens en général, je pense. Donc, la connaissance est quand même assez bonne en France. Ouais, le commissariat aux énergies atomiques, mais qui devrait s'appeler autrement parce que c'est très très gros et ils font tout. Donc, ils sont forts. Donc l'autre solution de déployer de l'hydrogène dans la mobilité que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est de le brûler dans un moteur à combustion classique. Donc ça a d'autres avantages. Alors le premier avantage, c'est que tout à l'heure on disait qu'un moteur à combustion classique en diesel, ça émet du CO2. Quand on brûle de l'hydrogène, en fait, quand on brûle de l'hydrogène, on fait réagir de l'hydrogène, donc H2 avec de l'oxygène, O2. Il n'y a pas d'atome de carbone dans cette réaction. Donc on ne fait que produire de l'eau lors de cette combustion, idéalement. Donc on sait que avec cette combustion-là, on n'aura pas de CO2 à l'échappement de notre voiture. Alors que tout le reste c'est un moteur, j'allais dire,
assez conventionnel. C'est cet avantage-là, justement, c'est que son implantation, c'est comme un moteur conventionnel. On pourrait prendre une de nos voitures, retirer le moteur, mettre un moteur à hydrogène, changer le réservoir pour mettre un réservoir à hydrogène, et hop, ça pourrait fonctionner. Il y a quelques démonstrateurs qui roulent, et ça commence à fonctionner relativement bien. Et puis l'autre avantage, qui est un avantage aussi un petit peu stratégique, c'est pour les constructeurs qui ont des chaînes de montage et des connaissances sur le moteur thermique de base, c'est un excellent moyen de recycler ces compétences-là et de directement arriver sur des outillages déjà euh, probablement un petit peu amortis et puis des chaînes qui sont existantes. Donc on fait notre petit exercice avec notre voiture. Donc on a toujours 100 km à faire, donc il va nous demander 20 kWh. Notre moteur à hydrogène, on peut évaluer que le rendement, c'est à peu près la même chose qu'un moteur diesel. Ça ne va pas changer beaucoup. Donc il va falloir embarquer également 57 kWh, c'est ce qu'on avait tout à l'heure pour notre moteur diesel. Pour notre moteur diesel, ça faisait 4,5 kg, mais l'hydrogène, il y a beaucoup plus d'énergie que dans 1 kg de diesel, donc on ne peut en embarquer que 1,7 kg. Sauf que tout à l'heure, les 4,5 kg de diesel, ça prenait 7 litres ou 6,5 litres. Là, 1,7 kg, ça va prendre un certain volume qui est bien supérieur, en fonction de comment on traite. 75 litres à 350 bars, 45 à 700, et 24 en liquide. Donc la balance, elle est pas, voilà, c'est pas parfait. Et puis on est bien obligé, hein, le rendement, il est assez nettement en défaveur du moteur à hydrogène. Tout à l'heure, avec notre pile, on devait embarquer 1 kg d'hydrogène, on doit embarquer 1,7 kg d'hydrogène pour faire le même trajet. Moi, j'avais mis ça pour le volume de stockage au diesel. Et donc ça, c'est envisagé essentiellement dans ce que je décrivais tout à l'heure, où la pile ne peut pas s'appliquer, donc les engins agricoles et les engins de chantier. Alors les engins de chantier, même qui ne bougent pas du tout, on pense même à les brancher. Ce sera des engins électriques, et puis comme ils se déplacent très très peu, il y a un gros câble dessus, et hop, on vient brancher une sorte de prise électrique sur ces gros engins. Et puis pour la mobilité de tous les jours, c'est pas forcément le cas pour le commun des mortels, mais c'est les véhicules sportifs qui regardent beaucoup cette solution-là. Voilà, c'est une question de mise à l'épreuve, en fait. Dans ces trucs-là, finalement, c'est comme un réservoir d'essence normal. Enfin, c'est pas comme un réservoir d'essence normal, mais en tout cas, il y aura certainement. Oui. Je connais pas trop la partie stockage, hein, donc je m'avance pas trop, mais j'imagine que il y aura des certifications obligatoires, des crash tests, et ça va démouler ça. Donc le petit inconvénient, c'est que le rendement il est plus faible qu'avec la pile à combustible. Et puis l'autre inconvénient, j'ai dit au début que la combustion d'hydrogène, ça n'émettait pas de CO2. Et donc ça c'est vrai si on ne brûle que de l'hydrogène. Sauf que ça nous est tous déjà arrivé, par exemple, de suivre une voiture qui fumait tout bleu derrière. Et en fait, quand ça fume tout bleu, c'est qu'on n'est pas en train de brûler que du carburant classique, c'est qu'en plus on est en train de brûler de l'huile. C'est que notre voiture, en fait, notre moteur, il est abîmé, et que l'huile qui sert à lubrifier tous les mouvements des pièces mécaniques arrive à rentrer dans l'endroit où on brûle. Et ça peut arriver dans un moteur à hydrogène. Il peut y avoir un moment où l'huile qui sert à c'est un moteur très classique avec des pièces mécaniques qui bougent, donc qui doivent être lubrifiées. Et il peut y arriver un moment où même juste une question d'usure, de l'huile peut rentrer dans l'environnement dans lequel la chambre de combustion, là où on brûle. Et là, on va brûler de l'huile. Et quand on brûle de l'huile, ça fait du CO2. Alors, ça ne fait pas du tout les 13 kg que j'avais dit tout à l'heure. Ça fait des fractions, c'est beaucoup plus faible. Mais par contre, le législateur, lui, quand il a interdit les véhicules à combustion interne à l'horizon 2035 sur le territoire européen, les discussions qui ont essayé de pousser l'hydrogène ont été refoulées en disant non, on veut zéro CO2 sur toute la vie du véhicule. Et zéro CO2 assuré sur toute la vie du véhicule, en fait, ça veut dire quasiment qu'on interdit un moteur à combustion, même si ce qui brûle ne produit pas de CO2. Parce qu'on sait que, à moins qu'on arrive à faire de l'huile dans laquelle il n'y ait pas d'atome de carbone, mais malheureusement, ça c'est. Je pense qu'on n'existe pas. Donc, comme on va avoir toujours une petite
combustion d'huile, en fait, ça élimine de facto cette solution-là par la législation. Alors, la législation, c'est sur les véhicules communs, de route communs, passagers, enfin, qui embarquent des passagers, voilà, de tourisme. C'est pas le cas pour les tracteurs ou les camions. Ça va être une autre réglementation. Donc voilà la partie moteur à hydrogène. Moteur à combustion. Si, ça se développe un petit peu pour. Alors, beaucoup, c'est vraiment les deux qui développent beaucoup, c'est le secteur de gros véhicules, agricoles, etc. Liber à Colmar, par exemple, sont en fondant. Et puis les camions. Les camions aussi. Et un petit peu les véhicules sportifs. On commence à voir apparaître ça aussi parce que ça fait une passerelle avec la compétition. On n'est pas à l'abri que les prochains véhicules de compétition, en Formule 1 par exemple, soient des moteurs à combustion à hydrogène. Ça fait partie des pistes pour verdir, pas verdir, décarboner plutôt le, le sport automobile. Et pour finir, je vous ai fait un peu une chaîne de rendement. Donc c'est pour donner une idée de ce que donc le rendement, c'était la façon avec laquelle on utilise l'énergie qu'on a embarquée, la proportion d'énergie qu'on a embarquée qu'on arrive vraiment à utiliser pour faire avancer notre voiture. Donc plus le rendement est bon, plus on arrive à extraire cette énergie. Donc pour une batterie, je suis parti à chaque fois d'une même base d'électricité, on va dire 100. C'est juste une base 100, quoi. Quand je charge ma batterie, à la sortie de ma batterie, je me retrouve avec 90. J'ai envoyé 10, on va dire, aux petits oiseaux. Enfin, c'est-à-dire c'est une perte pure, ça. Et puis ensuite, pour faire avancer ma voiture, à la sortie de mon moteur électrique, donc au moment où j'ai mes roues, là, je n'ai plus que 75. La conversion entre ma batterie, mon moteur électrique et puis toute la partie qu'on appelle l'électronique de puissance, donc ce qui pilote le moteur électrique, ça nous a fait perdre 15. Donc on est parti avec 100, on se retrouve avec 75 à la fin. Là. Si je fais le même exercice avec une pile, là déjà on voit qu'il y a nettement plus d'étapes. Donc je suis toujours parti avec ma base 100. La première chose, c'est que en fait là j'ai de l'électricité. Je vais déjà la transformer en hydrogène, parce que c'est l'hydrogène que je mets dans ma voiture. Donc cette électricité-là, hop, je l'utilise pour produire de l'hydrogène. Avec l'électrolyse de l'eau, voilà, c'est mon truc de CO2 sans CO2. Quand je fais ça, j'en ai perdu 35 à peu près. 30, 35, ça dépend. Enfin, j'ai mis 35 pour avoir pour avoir quelque chose de. À l'heure actuelle, c'est à peu près 35. Ça pourrait augmenter un petit peu cette proportion-là. Ensuite, mon hydrogène produit, il est à la pression atmosphérique. Donc là, il est énorme. Si jamais je vais en mettre 1 kilo, vous savez, c'est vraiment des volumes énormes. Donc il faut que je le comprime. Comprimer, ça consomme de l'énergie. Donc j'en repère un petit peu lorsque je comprime. En fait, je repère du potentiel, je repère 5. Et puis ensuite, dans ma pile, je vais en perdre cette fois-ci la moitié. Ma pile, elle a un rendement de 50%. Donc à la sortie de ma pile, quand je retraduis l'hydrogène que j'ai mis en électricité, je me retrouve avec plus que 30. J'ai rentré 60 en hydrogène et je ressors avec 30 en électricité. Et puis 30 en électricité, j'ai cette fois-ci mon étage moteur électrique où j'en perds 5. Donc à la fin, j'en ai 25 effectivement à ma roue. Je suis parti de 100, j'en ai 25, et je suis parti de 100, j'en ai 75. Donc on voit déjà quand même que la balance, elle est assez nettement, la balance des rendements, elle est plutôt en faveur du moteur à batterie, enfin, du véhicule à batterie. De manière générale, pour avoir un meilleur rendement, il faut limiter le nombre de transformations. En fait. Plus on limite les transformations, plus le rendement global sera certainement. Ou alors on augmente le rendement de chacune des transformations, mais c'est très coûteux et parfois on n'arrive même pas à le faire. Et puis j'ai fait la même chose pour le moteur qui brûle de l'hydrogène. Donc je suis reparti de mon électricité, j'ai refait de l'hydrogène, donc ça ne change pas par rapport à l'autre. Je l'ai comprimé, pareil, hop, je le rentre dans ma voiture, mais cette fois-ci je vais le brûler directement pour l'envoyer aux roues. Et donc là j'en ai mis 60, je récupère 15. Donc
Voilà la chaîne de rendement que ça représente. Donc c'est assez nettement en faveur de la batterie. La chaîne de rendement est assez nettement en faveur de la batterie. Et il y a un cas pour la pile combustible, la batterie et le reste du moteur. Si, bah bon, alors c'est simplifié, hein. Non, bah faudrait les compter. Alors ça va être par rapport aux ordres de grandeur que j'ai indiqués là, qui sont relativement importants, ce sera beaucoup plus faible. La chaîne, elle est découpée en beaucoup plus. En fait, elle serait beaucoup plus découpée. En réalité, là, je les ai un petit peu agrégés pour que ce soit un peu plus lisible. Mais les ordres de grandeur entrée et sortie sont cohérents avec ce qu'on voit. Au final, ce que tu veux nous dire, c'est qu'il va y avoir plus d'hydrogène pour faire de l'utilité, en fait. Ah, ouais. Euh, Pour, euh, pour les parcours du quotidien, moi j'ai du mal à y voir un intérêt. C'est plus là pour les camions, des choses comme ça. Voilà, il faut déjà que le véhicule il fasse beaucoup de kilomètres pour que ça vaille le coup d'une traite. Moi, pour mon quotidien, jamais de la vie, j'achèterais une voiture à hydrogène. Je fais 35 km par jour au maximum. Moi, il me faut un véhicule à batterie avec une petite batterie, enfin quelque chose de très raisonnable. Une Spring, quoi, enfin une Dacia Spring, par exemple, c'est dimensionné de façon ou le vélo d'Alexandra. L'exemple du vélo, il est intéressant d'ailleurs, parce que là, donc, si on regarde notre batterie tout à l'heure, hein, notre voiture à batterie, c'était pour faire 100 km, il faut 25 kWh. Il faut une batterie de 25 kWh. Je ne sais pas quelle est la puissance enfin, la taille de ta batterie. Ouais, bon, c'est déjà une grosse, quoi. Oui, Ça te c'est permet de grosse. faire, ouais. Donc là, mais sinon, la centaine de kilomètres, ça se fait avec moins de 500 Wh. Alors que là, c'est 25 000 Wh pour faire la même distance. Donc là, on voit bien justement aussi l'intérêt du vélo, si c'est pour réduire la taille de la batterie, ou en tout cas l'utilisation de la batterie, le vélo électrique, en fait, c'est imbattable. Et même le vélo non électrique, moi je crois qu'en termes de rendement justement de l'effort humain par rapport à la vitesse absolue, je crois que le vélo est imbattable. Bah, J'ai toujours vu ça. Ouais, alors faut regarder comment on compte ça. Je pense que le corps. Entre courir, je veux dire, hein, entre courir, Ouais. faire tous les déplacements possibles de l'homme, de son machine, le vélo est imbattable par rapport au rendement, la distance qu'il arrive à parcourir pour l'effort qu'il produit. Ah oui, probablement. Du coup, ça recommence à être. Ouais. Le problème, c'est les liqueurs, c'est les gamins en Afrique qui jouent dans les lignes pour produire une batterie. Ouais. C'est terrible. Bah, ça met en. Enfin, si on se dit qu'on doit se déplacer avec ce type de techno, il vaut quand même nettement mieux avoir une batterie qui fait 500 Wh qu'une batterie qui en fait 25 000. Oui, bien sûr. Pour faire le même trajet. Mais c'est Voilà, pas encore. Non, non. Oui. Et ça répond pas à tous les besoins. Voilà, c'est pas ISO. Mais de toute façon, là, on veut souvent essayer de donner une solution de mobilité future qui soit équivalente à ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire où on s'est déplacé, toute notre famille, remplir le coffre sur des distances extraordinaires en remplissant en 5 minutes. Bon, bah, c'est impossible. Faut en faire le deuil. Voilà. Faut en faire le deuil. Faut faire quelques sacrifices. Après, ça se mesure, puis ça se. La problématique, c'est comment on a l'électricité qu'on a produit. Si c'est de l'électricité qui est sale. Ah oui, bah le bilan global. Le vendeur de voitures thermiques, lui, il va prendre, pour faire la comparaison, il va prendre une voiture thermique classique, voire même qui ne consomme pas beaucoup, et puis une voiture électrique qui aura été produite en Chine, et puis il va la faire rouler en Pologne, où l'électricité est faite avec du charbon. Et puis il va nous dire, bah ouais, mais regardez, votre voiture, elle fait plus de CO2 que la mienne. Ok,
On sait trouver en fait des cas où c'est pour. Mais bon, ça a la valeur qu'on lui donne, quoi. Si on prend cette voiture-là et puis qu'on la met sur le mix énergétique français, on ne trouve pas on trouve pas la même chose. Bon, il faut toujours un peu les tempérer, effectivement. En fait, c'est les hypothèses de base du calcul qui sont toujours. En fait, on peut biaiser le raisonnement dans la façon de s'y prendre. Ah oui, on fait un peu ce qu'on veut, parce que c'est rare qu'on vienne donner une information en ayant expliqué toutes les hypothèses de calcul qu'on a considérées. Tout simplement parce qu'au bout de la troisième, on a souvent perdu l'interlocuteur. C'est pas intéressant. On veut avoir juste un takeaway. C'est la phrase en bas du slide que tout le monde retiendra, malheureusement en oubliant tout ce qui a été dit pour construire cette conclusion. J'ai une petite question qui est la combustion. Quand on revient à la production de l'hydrogène, on sait comment donc il y a des usines en France, j'imagine, qui produisent ça. Et quel est le CO2 dégagé? Est-ce qu'on sait si c'est important ou pas? Quand on vient casser une molécule d'eau, en fait, on vient appliquer un courant électrique sur une pile inversée qu'on appelle un électrolyseur. Et donc, la seule consommation d'énergie de l'électrolyseur, c'est de l'électricité. Donc ça, mettre une couleur d'hydrogène, une quantité de CO2 à cet hydrogène produit, c'est se dire quelle a été la quantité de CO2 émise par l'électricité qui me sert à faire ma transformation. Donc ça dépend de comment on a fait notre. C'est pour ça que ça a de l'intérêt. Enfin, on voit des gens qui s'appuient dessus sur les parcs photovoltaïques. Si on dit qu'un parc photovoltaïque est absolument neutre en carbone, ou que c'est très très faible, l'électricité produite est quasiment CO2, 0 CO2, et pour piloter un petit peu cette énergie-là, on peut produire de l'hydrogène. Et là, on produit de l'hydrogène vraiment avec une très très faible émission de CO2. Si par contre on le fait avec du charbon, enfin une centrale à charbon, alors là c'est catastrophique. Parce qu'il y a un rendement aussi. Le rendement, c'est celui que j'ai mis à la fin. C'est entre l'électricité et la production d'hydrogène. Voilà, entre cette étape-là et cette étape-là, c'est exactement ce qu'on a fait. On a produit de l'hydrogène. Donc, si on a émis du CO2, on a émis du CO2 pour produire 100 d'électricité. Et si en plus on en balance 35 de cette électricité-là qui ne nous sert à rien, ça veut dire qu'on a produit du CO2 pour alimenter des pertes. Donc, c'est très mauvais. Il faut que ces pertes-là, elles nous coûtent rien, en fait. Elles nous coûtent le moins cher possible. Elles émettent le moins possible, elles nous coûtent le moins possible. Bon, c'est complexe. Hein. Ah, c'est sûr. Donc voilà, moi j'en ai. Merci. J'espère que ça a été. Tu aimais enseigner. Je le fais de temps en temps. Ouais, ça m'arrive. Je le fais à. Ouais. Le nom officiel de l'école, c'est l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs. D'accord. Elle a un autre petit nom commercial qui est IFP School, mais c'est à Rueil-Malmaison. Ouais.